Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'approfondissement. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons débattre sur les sujets qui vous préoccupent, c'est-à-dire les sujets d'actualité. Et vous le savez, l'actualité en RDC reste dominée par plusieurs sujets. D'abord, Ebola, le procès aux officiers des FARDC. Mais le sujet qui retient toute l'attention et concentre toutes les énergies, c'est celle d'une éventuelle réforme de la Constitution. On voit bien déjà que opposition, majorité, mais aussi société civile, chacun y va pour son action sur le terrain. L'opposition a déjà commencé. La coalition citoyenne pour la nation fait aussi des actions sur le terrain pendant que nous enregistrons cette émission. Est-ce que toutes ces actions vont-elles finir par se faire croiser le fer sur le terrain et faire reculer la majorité? C'est la question que je vais poser à mes invités que je vais vous présenter tout à l'heure. D'abord, le deuxième sujet aussi, c'est Ebola et la tension politique. On voit bien que les deux sujets semblent occulter déjà le processus de paix. De moins en moins, on parle de processus de Washington ou de celui de Doha et des engagements des uns et des autres. Voilà pour le sommaire de l'émission. Alors, pour analyser et débattre, nous avons un plateau fourni, un plateau avec deux journalistes émérites rompus au débat et à l'analyse. D'abord, José Junior Owawa. Bonjour José. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Merci pour cette énième invitation qui me permet effectivement de débattre sur les sujets qui préoccupent, qui sont à la ligne de l'actualité, bien entendu, dans notre pays et pourquoi pas au-delà. Voilà, avec nous également Don Momat. Bonjour Don Momat. Bonjour Patrick. Voilà, les deux confrères Don Momat et José Junior Owawa sont des habitués de Géopresse qu'on ne présente pas, on ne présente plus en tout cas. C'est des journalistes ici à Géopolis Forum. Alors on va commencer avec vous, José Junior Owawa. Vous avez suivi, on a tous été témoins de l'action de l'opposition. Elle a été réussie, elle a été moins réussie. En tout cas, ça, c'est aux Congolais de juger l'action qu'on a appelée la ville morte, l'appel à la ville morte, mercredi 3 juin. Quelle lecture faites-vous des actions qui s'annoncent déjà tout au long de ce mois de juin? Pendant que nous enregistrons, il y a une autre action, celle de la coalition citoyenne pour la nation. Quel regard, quelle analyse faites-vous de l'action qui semble un peu un choc politique? Merci beaucoup Patrick. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on parle de la polarisation de la situation politique dans le pays. Il n'y a pas longtemps, nous avons évoqué l'éventualité ou l'inévitabilité de la confrontation entre les deux camps. On parle aujourd'hui de l'opposition, au milieu des oppositions et de la majorité présidentielle qui sont aujourd'hui aux antipodes, en tout cas, au sujet du débat sur les réformes constitutionnelles, et d'autres parleraient même carrément du changement de la Constitution, ce qui est une évolution majeure dans la perception en termes d'éléments de langage et qui permet aujourd'hui de pouvoir raviver encore davantage les tensions politiques dans le pays. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On ne peut pas aujourd'hui affirmer sans peine d'être contredit, par exemple, que la marche était une réussite et non plus comme un échec. Ce qui est sûr que ce mercredi, ce qui est sûr que ce mercredi, le mercredi dernier, il y a eu effectivement cet appel à la démobilisation lancé par la majorité, et l'appel à la mobilisation citoyenne qui a été lancé, demander à la population de rester du moins à la maison, dans la ville de Kinshasa. Effectivement, on a vu que les activités ne se sont pas déroulées normalement dans la ville, ce qui sous-attend, ce qui suggère qu'il y a eu quand même une voix qui était audible par moment dans certains coins du pays, mais toujours là, il faut toujours prendre la paix sainte, d'autant plus que si les gens ne sont pas sortis, j'ai vu quelqu'un dans la rue, on a diffusé un reportage ici chez nous, où il y a quelqu'un qui dit que lui n'est pas sorti de la maison, tout simplement parce qu'il y avait des voyous, des gens qui menaçaient justement ceux qui oseraient de sortir, ce qui veut dire que je ne suis pas resté à la maison parce que j'ai eu à respecter un mot d'ordre quelconque.
manque, mais tout simplement parce que moi, je ne suis pas sorti parce que j'avais peur d'être vandalisé. Et j'ai vu du commerce qui est au niveau du marché central de Kinshasa. Je suis passé pour quelques minutes et j'ai vu effectivement des commerces fermés, et d'autres disent qu'ils l'ont fermé tout simplement parce que ils ont refusé, ils ont évité de pouvoir, au risque d'être lynchés, au risque de commettre de pillage par exemple. Et de l'autre côté, on a diffusé aussi des reportages ici sur Géopolis Télévision où on montrait des agents en train de travailler, et d'autres ont déclaré clairement s'y être rendu tout simplement parce que il y a eu ces menaces à peine voilées, en tout cas de certaines administrations quelque part, qui demandaient à la population, aux travailleurs, de pouvoir se présenter au lieu de travail, au risque parfois de subir des sanctions, des représailles. Donc on est au niveau de ce tableau un peu atypique, mais au moins ce qui est sûr, que ce mercredi-là, il y a eu effectivement la ville n'a pas fonctionné comme d'habitude. Il y a eu paralysie d'activité, du moins pour l'avant-midi dans certains endroits importants de la ville, ce qui suggère que il y a eu quand même ces mots d'ordre-là, il y a eu quand même des effets sur positivement comme négativement, que ce soit si on est du côté de l'opposition. Mais aujourd'hui, vous avez posé la question de savoir quel impact et comment est-ce qu'on comprend cette situation. Effectivement, c'est une situation qui suggère un lendemain beaucoup plus agité sur la scène politique. Les processus politiques risquent de grincer à un certain moment, d'autant plus que la majorité, en tout cas les tenants de la majorité, quand vous écoutez par exemple Augustin Kabouya, qui est secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel, que lui estime que les changements à la Constitution, ce n'est plus un secret, mais c'est une option dégagée par la majorité. En tout cas, lui en tant que président, le chef du file, je ne sais pas comment c'est organisé là-bas, mais en tout cas c'est lui qui porte généralement la voix de ce qu'on on aura communément l'habitude d'appeler aujourd'hui les C60, les C4, à l'opposition à C64, lancé par les opposants. Mais aujourd'hui, c'est justement cette confrontation qui montre effectivement que les climats politiques est en train encore de nouveau de se détériorer, au-delà du climat sécuritaire qui n'est pas reluisant jusqu'aujourd'hui. Voilà, la tension politique est perceptible en tout cas, parce que vous avez évoqué la couverture en tout cas de Géopolis. Sur ce jour-là, on va, si on parle le même langage avec la régie, d'abord voir ce qu'a été, c'est un résumé en tout cas de ce qu'a été la journée de mercredi 3 juin. Boulevard du 30 juin, avenue de la Libération, poids lourd, Willery, Ngouma. Sur ses principaux axes de Kinshasa, la circulation est restée timide aux premières heures de ce mercredi 3 juin, journée déclarée ville morte par une partie de l'opposition. Si les embouteillages habituels étaient quasiment absents, la capitale n'était pas pour autant à l'arrêt. De motos, plus nombreuses que de bus, assuraient une bonne partie des déplacements, tandis que plusieurs habitants tentaient de rejoindre leur lieu de travail. Écoles, boutiques, marchés de proximité, petits commerces, dans plusieurs quartiers, de nombreux établissements sont restés portes closes. Par prudence, plusieurs parents ont de leur côté préféré garder leurs enfants à la maison, contribuant à donner à certains secteurs de la ville une animation bien en dessous de la normale. Au rond-point Victoire et aux Tuileries, quelques attroupements étaient visibles dans une ambiance globalement calme. Police et militaires étaient également déployés à plusieurs carrefours stratégiques. Pour ces techniciens, pas question de rester à la maison. Il a ouvert son atelier et poursuivi ses activités comme à l'accoutumée. Oui, message n'a pas opposition. Pour nous, nous sommes sortis parce que nous avons suivi les mots d'ordre du gouverneur et des institutions établies. Voilà pourquoi nous sommes au travail. Les seules institutions qui ont battu la rabouche, les Pour ces motocyclistes, l'appel à la ville morte n'a pas trouvé un écho important auprès de la population. La seule ville morte que nous avions connue, c'est celle d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, le mouvement est au rythme habituel. Il ne faut pas paniquer pour la présence de la police et des militaires. Nous avons circulé partout, il n'y a pas de ville morte. D'autres usagers interrogés évoquent plutôt une activité au ralenti marquée par une présence moins importante de travailleurs et des commerçants. Bon, déjà moi j'habite Massina. J'habite Massina Petro Congo. Donc de Massina Petro Congo jusqu'au rond-point Victoire,
j'ai constaté que quand même il y a quand même en fait un peu de la circulation. C'est pas comme ça a été. Donc il y a vraiment quand même timidité. Donc. Au fil de la matinée, le trafic s'est progressivement intensifié sur plusieurs axes de la capitale. Reste désormais la bataille des interprétations entre une opposition qui cherchera à démontrer que son appel a été entendu et une majorité qui mettra en avant la poursuite des activités. Chacun défendra sa lecture de cette journée. Une certitude toutefois, derrière le choix des Kinois de sortir ou de rester chez eux se cachent de motivations diverses, rendant tout verdict définitif particulièrement délicat. Merci. En tout cas, retour sur ce plateau, on voit bien que la tension politique, elle est perceptible et ça s'annonce. En tout cas, ça va peut-être durer un bon bout de temps avant de retomber possiblement. Alors, dans mon mat, vous avez vécu cette journée, vous avez vu le reportage couvert par la rédaction des Géopolis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Que répondez-vous à ceux qui estiment que les appels à la ville morte, ce sont des vieilles recettes qui sont stériles? Alors, je vais répondre à votre question tout en me rassurant que je n'essaierai pas à comptabiliser dans un cas tout comme dans un autre. Alors, je crois que fondamentalement, les marches, les appels à la ville morte sont des actions citoyennes qui sont tolérées par les lois du pays pour auquel le citoyen lambda ou n'importe qui peut recourir ou ensemble peuvent recourir pour protester ou montrer leur adhésion à quelque chose. Et dans les cas de la ville morte, c'est généralement pour protester. On ne va pas faire une ville morte pour manifester son adhésion à quelque chose. Mais on peut organiser une marche comme le ferait aujourd'hui la coalition des églises pour soutenir les changements de la constitution, alors qu'on ferait un appel à une ville morte pour protester contre les changements de la constitution. Tant que c'est légal, tant que ça n'a pas comme soubassement ou que ça ne produit pas la violence, le tuerie, les désordres et l'anarchie, il n'y a aucun problème à ce que les uns ou les autres puissent recourir à ces pratiques-là. Donc, fondamentalement, c'est déjà ça. Alors, lorsque les gens estiment que c'est une vieille recette, c'est parce que beaucoup semblent attribuer l'appel à la ville morte à l'UDPS. Parfois, on a tendance à confondre UDPS et ville morte, puisque on sait que la ville morte, ça a été la recette pratiquement magique de l'UDPS qui aujourd'hui est au pouvoir. On se rappellera qu'à un certain moment, quand le pouvoir en place réprimait violemment les manifestations, quand le pouvoir en place refusait à ce qu'il y ait manifestation, l'opposition n'avait pas d'autres armes privilégiées que une ville morte. En ce moment-là, l'État ou le pouvoir en place perd totalement le contrôle de réprimer. Et c'était fort. Et à l'époque, on se souviendra, d'ailleurs, l'une des raisons évoquées par certains pour ne pas sortir, que il y avait quand même des gens, parce que chaque parti utilise ses moyens pour faire échec ou pour pousser à la réussite de son action. On l'a vu également lors de cette dernière activité. À l'époque, l'opposition aussi recourait parfois à des formes de violence sans forcément les encourager, mais les gens au Congo sont habitués à ce que quand il y a ville morte, lorsque vous sortez sur la route avec votre véhicule, vous pouvez rencontrer des gens qui mettent le feu à votre véhicule ou qui vous tabassent. Et ça a été l'un des ingrédients à cette ville morte qui, dans le temps, avait fait finalement les succès de l'UDPS. Pourtant, l'appel à la ville morte n'est pas le propre de l'UDPS. Dans d'autres pays, ça se fait. Dans des pays où les gens sont encore à notre niveau ou peut-être en deçà de notre niveau, les gens recourent à la ville morte pour protester. Et c'est ce que l'opposition a trouvé en ce moment pour
c'est, pour moi, je crois que c'est un choix qui a été vraiment pensé. Parce que vous savez que l'opposition avait jusque-là du mal à mobiliser l'opinion publique. Et elle sait pertinemment que tenter d'organiser une marche, peut-être, cela ne passerait peut-être pas au niveau du pouvoir en place. Il y a risque que la marche soit interdite. Et en ce moment-là, déjà qu'elle n'a jamais mobilisé autant par le passé, et que si elle tente d'organiser une marche et que cela n'a pas une visibilité accrue, cela risque pratiquement de démoraliser même ceux qui croient encore en cette opposition. Alors, il fallait recourir à quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts et dont la conséquence peut frapper fort. Et comme je l'ai dit tantôt, il fallait recourir à une stratégie sur laquelle le pouvoir en place aurait moins d'outils de contrôle. Même si on a vu aussi que le pouvoir en place a cherché par tous les moyens à mobiliser. Vous avez vu dans l'administration, il y a eu des lettres émanant de la fonction publique demandant aux gens de se rendre à leur lieu du travail. Là aussi, c'est légal. Que voulez-vous d'un ministre en fonction? C'est de demander, surtout qu'il est de la fonction publique, de demander aux fonctionnaires d'aller au travail. Mais il pêche un peu en allant plus loin pour parler des chiffres les chiffres en termes de pertes que génère une ville morte, oubliant parfois que nous sommes un pays avec beaucoup de jours fériés. On a évoqué les pertes engagées pendant ces jours fériés. On oublie encore que très récemment, il y a eu dans ces pays où on cherche encore à gagner de l'argent, il y a eu des jours fériés parce que les léopards se sont qualifiés. C'est bien, on peut fêter, mais il y a eu des jours fériés parce que les léopards se sont qualifiés. Il y a des jours fériés parce que X est mort ou ressuscité, ou X est monté au ciel. Donc, stratégiquement, je pense qu'on lui aurait conseillé d'utiliser une autre formule. Là. Je crois que sur le plan de la communication, et lorsque vous voyez même les commentaires des gens qui ont réagi à son message, ils se sont dit, mais monsieur, vous tapez à côté. Effectivement, sur le plan de la communication, le ministre de la fonction publique est allé un peu à côté. Il a fallu d'autres arguments, puisque c'est le gouvernement en premier qui est à la base de beaucoup de jours fériés, et récemment, ce qui est, je viens de dire, et donc, voilà. Donc, il y a eu des parts et d'autres stratégies pour quand même essayer de mobiliser ou de démobiliser, et comme l'a dit Junior Owawa, une journée fériée, il y a des critères pour l'évaluer. Est-ce qu'il y a eu trafic? Il n'y a pas eu assez de trafic, même jusqu'au soir. Nous qui sommes habitués à faire poids lourd, le boulevard, on a vu que... c'était fluide, justement. C'était fluide. Y avait-il des marchés qui ont ouvert? Même jusqu'au soir, il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui ont ouvert. Et puis après, on va, comme l'a dit Junior, il y a des motivations derrière le fait de venir ou de ne pas venir. Et on ne peut pas d'emblée comme ça déclarer victoire ou victoire des parts et d'autres. Mais une chose est sûre, c'est que ça démontre qu'il y a effectivement un malaise, et d'ailleurs un grand malaise au sein de la population dans le pays. Et ça, ça revient au président de la République d'en tirer le leçon qui se doit. Mais jusque-là, il est au-dessus de la mêlée, bien entendu. Il essaie de le rester, mais on voit bien que son camp, bon, tout ça, Bali, voilà. Parce que tu vois, il y a un opposant qui a dit, nous les avons mis par terre, KO, main nue. J'ai autant d'actions, ce que disait tout à l'heure José Junior, ce que nous sommes dans une forme de polarisation très prononcée et qui va continuer un peu comme ça. Voilà, donc je tiens à rappeler que pendant que nous enregistrons cette émission, il y a une autre activité, celle de la coalition citoyenne pour la nation, en tout cas dirigée par Ejiba Yamampia, l'archevêque, pour justement le changement de la constitution. Donc il y a une marche dans cette ville. Alors,
ville morte, ville vivante, répond la majorité. Il y a une polémique, c'est de bonne guerre en tout cas pour les acteurs politiques. Mais ici, sur le plateau, on voit bien qu'il y a déjà un rapport de force qui s'installe, qui s'établit. Alors, est-ce que l'opposition, selon vous, pourra-t-elle réussir à faire reculer la majorité dans son intention de réviser la Constitution, bien de changer la Constitution? Non, comme Demomat l'a dit, c'est bien, donc ça dépendra maintenant de la capacité de l'opposition à pouvoir mobiliser encore davantage à travers beaucoup de stratégies. On a l'habitude de voir ici depuis l'avènement de la démocratie en 2006, donc l'instauration de la Troisième République, c'est-à-dire que l'opposition va devoir soit mobilisés à travers les villes mortes, soit des marches pacifiques, et pour montrer effectivement que de déclarations aussi, parce que la communication politique, ce n'est pas que de paroles, mais aussi des actes qu'on pose pour atteindre un objectif politique visé, touchant la vie nationale, touchant la gestion quotidienne de la cité. Mais aujourd'hui, la situation que nous trouvons aujourd'hui, l'opposition dispose des marges de manœuvre parce que pendant qu'on est en train de conceptionner le journal de mercredi, on a eu quand même beaucoup d'appels à travers le pays. On voit par exemple dans des zones comme les zones sous occupation, comme Goma par exemple, où la mobilisation l'appel de l'opposition ne semble pas avoir été suivi des faits, en tout cas de manière prononcée, parce que là... Mais attention, à Goma, lorsqu'on parle de Goma, de Bukavu, à ce que nous vivons actuellement, on doit avoir le courage de le dire. On doit avoir le courage de le dire. Nous vivons dans un État à deux têtes, il faut les reconnaître. On a d'une part le gouvernement de Kinshasa, qui contrôle une partie du territoire, et de l'autre côté l'FC M23. Donc ça veut dire... Et donc, quelque part, appel à ville morte, c'est contre le changement de la Constitution. Et qui est concerné par le changement de la Constitution? Ce n'est pas la FCM 23, ce ne sont pas les habitants de Goma, c'est plutôt le pouvoir en place. Donc, je vous rappelle aussi que les habitants de Goma, la rébellion dit aussi, elle, que parmi ses revendications, c'est plutôt défendre la Constitution. Vous avez suivi Nanga plusieurs fois. Et aussi, ça va. Dans une ville comme Goma, faire une ville morte, c'est comme si vous protestez contre les autorités qui sont alors que vous ne reconnaissez pas leur légitimité. Bon, tout est relatif. Donc voilà. J'ai cité Goma pour citer par exemple la ville de Lubumbashi, parce qu'on a pu obtenir aussi la réaction avec les amis de Lubumbashi également, c'est-à-dire la mobilisation était terne à un certain moment, par moment dans certains endroits. Donc aujourd'hui, ça va dépendre de la capacité de l'opposition de pouvoir faire attendre, savoir en réalité ce qui est visé par une ville morte, c'est quoi. Ce n'est pas que ça va changer quelque chose de concret, ça ne change pas quelque chose de concret, c'est tout simplement c'est un instrument de communication qu'on utilise pour dire effectivement faire attendre une voix quelconque, parce que ça montre aussi que les canaux de communication sont souvent bouchés, et finalement il fallait utiliser d'autres moyens pour faire attendre la voix à travers les revendications comme celles qu'on a vues à travers les marches pacifiques, je veux dire la journée ville morte. Mais aujourd'hui les marges de manœuvre sont assez réduites du côté de l'opposition, parce que aujourd'hui, le président Tshisekedi et sa majorité disposent, malheureusement pour l'opposition, une large majorité au niveau des institutions. Sur les 750 quelque chose de députés provinciaux, tous ou presque tous sont de la majorité présidentielle. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez plus de 400 députés qui sont de la majorité présidentielle. Au niveau de gestion de province, vous avez tous les gouverneurs de province qui émanent de la majorité présidentielle, donc de l'Union sacrée de la nation. Vous voyez que sur le plan institutionnel, les marges de manœuvre sont tellement limitées pour l'opposition qu'il fallait aller de ce côté-là. Il faut savoir maintenant sa capacité à maintenir le cap, parce qu'on a vu cette opposition disparaître aussi, parce que c'est pas tous les leaders de l'opposition qui se reconnaissent en Martin Fayulu, en Sanga et aux autres qui forment, et Kabound et les autres qui forment aujourd'hui ce qu'on appellera les C64. Aujourd'hui, on va aussi attendre, parce qu'on connaît la versalité de la classe politique du pays à pouvoir changer à tout moment. On va voir, comme il y a des soupçons, il y a toujours des rumeurs sur les changements, sur la formation des nouveaux gouvernements de la République. Peut-être qu'on peut débaucher quelques deux opposants
qui tiennent la tête aujourd'hui de la mobilisation et voir finalement l'opposition pas s'éteindre forcément, mais s'affaiblir encore davantage, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un cahier de charges de la part de l'opposition qui formalise réellement le plan, le projet de société de cette opposition, même si on n'est pas encore pendant la campagne électorale. Mais tout ce que les gens savent aujourd'hui, on a animé l'émission il n'y a pas longtemps ici avec les amis de Momat et je crois et Didier, où les gens disent, par exemple, nous ici à Badading, nous soutenons la ville morte parce que aujourd'hui on n'a pas de courant chez nous, l'opposition a réussi, on nous envoie même des vidéos où les vidéos ça n'a pas marché. Là on reconnaît, mais ce n'est pas encore un projet de société formellement formalisé, excusez la redondance, mais aujourd'hui il faut aussi voir la capacité, je répète, la capacité de cette opposition à faire plier les pouvoirs et aussi la capacité du pouvoir à pouvoir gérer cette opposition jusqu'aux élections, si jamais on a élection en 2028. Voilà, je pense que c'est un champ qui s'est ouvert, un champ politique. On va suivre ce qui lancera. Est-ce que dans le match, vous avez vu, en tout cas les opposants, ceux qui sont dans la coalition C64, annoncer même une plainte en préparation, c'est-à-dire en gestation, contre le président de la République, contre, on sait qu'ils disent, coup d'État contre la Constitution. Il y a des actions qui s'annoncent. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que c'est juste de la communication, de la pression, ou vraiment on va voir que l'opposition va traduire en justice le président qui, constitutionnellement, justement, le Parlement qui est majoritaire, initie légalement une révision de la loi? Alors, il y a une action de communication là-dessus avant tout, parce que voulez-vous, la communication précède tout. Tout à l'heure, on l'a dit, il a fallu communiquer avant tout sur une journée ville morte. Pour qu'il y ait une journée ville morte, il faut d'abord la communication et puis l'action. Donc, il faut justement annoncer des grandes actions qui vont frapper la mémoire collective. Ça se fait en politique. Une plainte contre les chefs de l'État. Ça suscite la curiosité. Et le message peut être, pas forcément convaincre, mais les gens peuvent au moins retenir que voilà, il y a une opposition quelque part qui se donne les culots de vouloir traduire le chef de l'État en justice. Mais au-delà de ça, il y a le fait aussi pour l'opposition de vouloir, parce que vous savez, même lorsque vous regardez, à chaque fois qu'un régime doit tomber, surtout quand c'est les grandes puissances qui entrent en jeu, il y a une première opération qui s'est faite, là encore sur le plan de la communication, c'est du point de vue de l'image. On va essayer de salir l'image de la personne en place. Regardez ce qui est arrivé à Saddam Hussein, regardez ce qui est arrivé à... Pas plus tard, vous avez la parole, pas plus tard. Vous avez vu avec Joseph Kabila en 2016, et lui qui était après l'inauguration de beaucoup d'ouvrages pendant la francophonie, qui a eu sa cote de popularité remontée un tout petit peu avec la réalisation, construction de boulevard, le Mumbai consort, tout ce qui est, comme vous avez connu comme infrastructure. Juste quand cette histoire est arrivée, et Kabila est sorti presque la queue entre les pattes. Avec beaucoup d'investigations. Vous pouvez vous demander pourquoi ces investigations ne sont pas venues en 2015, ne sont pas venues en 2013, mais elles sont venues juste à la fin du mandat. Il y a généralement cette opération qui consiste à salir l'image de la personne que l'on veut attaquer, de sorte à ce que dans l'opinion publique, on crée une sorte de rejet. Voyez-vous, aujourd'hui, traduire un président de la République en justice, c'est là ce qu'on veut envoyer au fait dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, c'est comment peut-on être dirigé par un président qui ne respecte pas la loi, qui va même à l'encontre de la loi. Et donc, ce n'est pas un président qui mérite de l'être. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut renvoyer comme pensée dans l'imaginaire collectif. Et là encore, une fois de plus, c'est pour marquer l'imaginaire collectif. Donc, il y a aussi ça. C'est des bonnes guerres, rassurez-vous. Hein. Le gouvernement aussi, ou le pouvoir en place, l'UDPS, ses partisans feront également des actions. Et vous avez vu, à chaque fois qu'un opposant s'élève dans ces pays, vous avez vu qu'on a directement catégorisé comme ennemi de la République, en associant à certains pays qui sont déclarés dans l'imaginaire collectif aussi comme pays ennemis à la RDC.
du fait, à tel point que lorsque votre nom, M. Patrick Ilunga, est associé à ces pays, vous devenez aussitôt ennemi du Congo. Et donc discrédité aussi. Et discrédité. Donc il y a des actions comme ça. Voyez-vous, ce n'est même pas l'opposition qui est la première à recourir à des telles stratégies. Le pouvoir en place, ou disons la majorité au pouvoir, y recourt. Et après, il y a cette action de la marche. Là, maintenant, on entre dans le concret, dans l'action concrète, encore une fois, pour marquer son opposition ou sa présence et porter plus haut sa contestation. Et là, je me dis quand même, il faut bien regarder comment les choses vont évoluer, puisque ce n'est pas certain que cela puisse se faire de la manière dont l'opposition voudrait que ça se fasse, parce que, j'ai dit, de l'autre côté, le gouvernement va essayer de contrôler la situation. Et dans les cas des actions comme celle-là, où il faut mobiliser les gens qui doivent quitter d'un endroit à un autre, le gouvernement a la police, le gouvernement a l'armée, et le gouvernement a toute la machine de communication, a aussi à sa portée des outils pour pousser les gens à ne pas consommer ce que l'opposition donne comme recette. C'est des bonnes guerres. Mais de ce côté, de ce point de vue-là, le gouvernement a un certain avantage. À moins que, encore une fois, parce que de toute façon, la question que vous avez posée à M. Junior, est-ce que l'opposition sera capable de faire reculer l'opposition n'aura, moi je vais répondre comme ça, directement, l'opposition ne pourra jamais, alors au grand jamais, parvenir à faire reculer le pouvoir en place. C'est ce qu'il cherche. Parce que, du point de vue institutionnel, voyez-vous, même et on doit mettre ça dans l'histoire, lorsque les députés d'ensemble quittent le Parlement le jour où on veut voter la loi, pour dire que voilà, on peut en débattre, lorsqu'ils quittent la salle de la plénière, c'est pour dire au fait que sur le plan institutionnel, nous n'avons pas de force. Et donc, nous allons nous diriger vers la rue. Ça, c'est le message qui a été lancé. Mais, ils n'ont pas, donc, de ce point de vue-là, ils n'ont aucun pouvoir contraignant pour empêcher les gouvernements, le pouvoir en place, d'échanger des constitutions. Parce que vous avez dit, ils ont la majorité, Junior l'a dit, ils ont tout et tout. Mais, si l'opinion la plus grande dans la population est celle d'un refus au changement de la Constitution, en ce moment-là, l'opposition va tout simplement se servir de ça, ou que cette opinion va tout simplement se servir de l'opposition pour contraindre le pouvoir en place de ne pas finalement faire aboutir son projet. Et généralement, quand il va falloir analyser dans ce sens-là, vous êtes d'accord avec moi qu'il va falloir maintenant passer dans les schémas que le pouvoir qu'Augustin Kabouya a lui-même réaffirmé, c'est-à-dire le schéma d'aller au référendum, parce que il n'y a que par le référendum que la population s'exprime sur un sujet donné. Mais là aussi, ça pose déjà problème, puisque les référendums, on ne peut pas l'organiser. En tout cas, avec deux grandes villes et je suis pas là, c'est pas vraiment mon objet. Donc je voulais justement dire, quand vous avez dit que les marges de manœuvre, vous avez été beaucoup plus tranché pour dire effectivement que jamais l'opposition va devoir plier le pouvoir, parce que au niveau institutionnel, elle est majoritaire et minoritaire. Au niveau de la population, il va falloir attendre maintenant les ralliements d'un grand nombre de la population à son action. Mais je dis tout à l'heure que même si la majorité de la population, les 100% de la population s'est rallié à ce schéma, à moins qu'il y ait une révolution, parce que ou soit non mais regardez, les reculs du pouvoir. On peut retrouver tout simplement à l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila, l'opposition était à bout de souffle. Il y a eu, c'est vrai, l'église catholique, mais même là encore, si l'église catholique a donné un coup de pouce à l'opposition, mais en réalité, ce n'est ni l'église catholique, ni l'opposition. C'est parce qu'il y a une publique qui a adhéré.
selon factuel. On va peut-être avancer. On va terminer. Je vais juste ajouter. Est-ce que les élections ont été organisées? Kabila est parti du pouvoir parce qu'on le soupçonnait. Kabila n'a jamais dit qu'il changeait les constitutions. Mais il est parti sur base des soupçons qu'on lui faisait, ce qu'on voulait me dire, que les élections avaient été organisées parce que la population l'avait exigé. Non, Kabila, effectivement, peut-être que cette pression existait sur lui et de son propre gré, il a ordonné que les élections soient financées puis autres organisées. Donc il n'y avait que le seul moyen qu'on pouvait mesurer que c'était une action populaire qui a conduit justement à l'alternance politique, c'est seulement à travers l'élection, soit à travers le vote référendaire. Voilà, c'est un débat qui n'en finit jamais parce que, vous savez, il y a beaucoup d'éléments et il y a beaucoup de réalités là-dessus. On va passer à une autre thématique. Une thématique qui est un petit peu liée aussi à la première, c'est que actuellement la RDC fait face à une épidémie d'Ebola, la 17e de l'histoire. Et ma foi, la tension politique aussi, les deux questions, en tout cas, focalisent toute l'énergie du gouvernement, même de l'opinion. Mais peut-être qu'on a oublié une troisième réalité, c'est le processus de paix. On parlait de temps en temps du processus de Washington, de Doha, mais avec tous ces engagements qui s'en suivent, mais de moins en moins on en parle aujourd'hui. Vous savez, quand le gouvernement... parfois quand il s'est réuni, c'est pour parler des urgences actuelles, notamment j'ai cité Ebola et la tension politique. Est-ce que, José Junior Ouawa, on va ouvrir le débat avec vous, la priorité sanitaire, les questions politiques dont on vient de parler sont en train d'occulter le processus de paix dans lequel il y a quand même, on va dire, les grandes puissances, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les Émirats arabes unis ou bien le Qatar, qui sont dedans, qui sont des puissances en tout cas économiques et politiques. Est-ce que ce processus-là, ces deux processus sont en train d'être occultés par l'urgence sanitaire et la tension politique? Bon, je ne dirais pas peut-être de manière claire comme vous, comme ça que l'affirmer plutôt comme vous de manière aussi claire. Moi, je constate tout simplement qu'effectivement, les débats, comme Demomat l'a dit, sur la communication qui fabrique les opinions publiques, sur la communication politique qui fabrique l'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation dans le pays, on a l'impression effectivement, ou malheureusement, de constater que le débat sur la réforme constitutionnelle est aujourd'hui prend de l'ascendance sur les autres thématiques nationales, mais quand cela ne tienne, vous vous souvenez encore, je crois, le dernier ou avant-dernier conseil des ministres du président Tshisekedi, où il a demandé au gouvernement de recenser tous les accords signés, les engagements internationaux pris par la RDC pour que ces engagements soient consignés dans un document pour un meilleur suivi. Ce qui veut dire aujourd'hui que la difficulté qu'on a autour de ces accords de paix est que ces accords se heurtent à notamment l'accord de paix de Washington, notamment le processus de paix surtout de Doha, et se heurtent à une réalité selon laquelle et le pouvoir et la rébellion, personne ne veut aujourd'hui pouvoir faire le premier pas maintenant pour faire des concessions, et en faisant des concessions sur ce qu'il estime être essentiel sur ces champs de négociation, et pour permettre effectivement de faire avancer les choses, notamment la question sur la libération de prisonniers politiques. Pour la rébellion, le pouvoir ne fait pas assez, mais pour le pouvoir, il y a un pas qui a été franchi, il y a beaucoup de pas d'ailleurs qui ont été franchis dans cette démarche de pouvoir libérer des prisonniers sécurité, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais l'échange de prisonniers ou soit libération de prisonniers tout court. Mais aujourd'hui, ces accords sont occultés aussi, sont relégués presque au second plan parce que il y a aujourd'hui la réalité du terrain, ça montre effectivement que ces accords n'ont pas permis malheureusement aujourd'hui à faire de pas essentiels, de pas importants pour montrer qui puissent marquer l'opinion publique comme quoi il y a eu quelques avancées, parce que d'autant plus que les villes symboliques comme Goma, comme Bukavu, comme les autres agglomérations qui sont occupées aujourd'hui à part
Uvira qui a été déserté par la rébellion. L'essentiel de villes, l'a dit tout à l'heure, des villes importantes comme Goma, comme Bukavu sont encore entre les mains de la rébellion, même si aujourd'hui il n'y a pas vraiment encore des affrontements, on n'a plus écho des affrontements prononcés sur la ligne de front, mais il y a quand même des affrontements sporadiques. On voit des attaques de drones sur Kisangani, on voit les attaques attribuées au FRDC qui tombent aussi sur les zones occupées par la rébellion. C'est ce qui fait que dans cette réalité de terrain montre effectivement que la solution ne viendrait pas, en tout cas de si possible, de si tôt, à travers ces différents accords qui ont été signés, par aussi l'empêtrement de médiateurs américains qui aujourd'hui se retrouvent lui-même dans une situation inconfortable par la guerre de l'Iran. Les États-Unis sont en train effectivement de se battre aujourd'hui pour tenter de trouver une solution eux-mêmes. Oui, ce sont les États, donc à leur propre crise sécuritaire dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui aux côtés des Américains. Souvenez-vous des échanges musclés entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Mais Trump estime que Netanyahou ne fait pas assez en bombardant par exemple le Liban, alors qu'il y a un processus de paix qui est en cours. Il va falloir travailler pour qu'il y ait un dénouement de la situation de ce côté-là. On voit que les États-Unis sont eux-mêmes confrontés à cette situation. Et de l'autre côté, le Rwanda qui se rend compte effectivement que les États-Unis étant lui-même empêtré dans une situation de guerre, et que le Rwanda peut effectivement aujourd'hui se restructurer, estimer qu'il peut disposer encore de marge de manœuvre. Souvenez-vous encore du discours de Paul Kagame, mais qui dit, sans citer forcément Donald Trump et les autres, que espérons qu'ils ne puissent pas voir, et même tout ce qu'ils ont pu s'aimer en parlant effectivement des sanctions qui sont ciblées sur le Rwanda, qu'il estime être touché dans les cœurs, toucher le Rwanda, mais il estime que ce qui est en train d'être fait, si c'est abandonné, ça va encore toucher davantage le Rwanda. Il va falloir continuer à travailler, notamment à déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez vu les efforts du gouvernement, par exemple, qui ont été travaillés pour qu'on parvienne effectivement à créer une force politique, militaire et sécuritaire importante pour permettre effectivement de pouvoir combattre sur le terrain, notamment, c'est pas pour rien, vous voyez les différents accords de coopération qui sont noués entre la RDC et les différents pays pour effectivement renforcer son dispositif sécuritaire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que le gouvernement a pu comprendre aujourd'hui, et de là, de tout ce qu'il y a comme diplomatie, la guerre aussi se gagne parce qu'on a une force. Vous avez dit l'autre fois l'expression GME populaire qui dit faut qu'on a solo. Donc il y a un inversement de rapport de force sur le terrain qui peut peut-être faire changer la donne sur le plan politique, notamment faire plier la rébellion, accepter beaucoup de points, de lignes rouges que le gouvernement a pu tracer lors des négociations. Très bien. Dans mon mat, on voit bien que sur le plan de la région, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, actuellement, si ces trois pays se mobilisent, c'est justement pour contrer Ebola, principalement au Congo. On voit de moins en moins, en tout cas ces pays-là, se mobiliser encore autour de la question sécuritaire, bien de la question de la paix. Est-ce que, au-delà de ce que José Junior vient de dire tout à l'heure, le processus de paix est en train de pâtir, en tout cas sur la question de Ebola? Alors, je dois dire, d'après mes petites observations, et ça, je crois que tout le monde le sait, bien avant Ebola déjà, les deux processus étaient en train de pâtir. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a eu rencontre et tout, cela n'a finalement accouché que des petits souris blancs qui n'existaient plus à cause du changement climatique dans notre pays. Alors, plusieurs fois, le cessez-le-feu a été réclamé dans le processus de Doha. Plusieurs fois, on a entendu dire qu'il fallait, parmi les mesures à lever, il y avait ces mesures défensives de l'armée du Rwanda qui devaient être levées. Et jusqu'à aujourd'hui, rien. Et ça, c'était bien avant Ebola. Et tout à l'heure, M. Junior a évoqué les discours du président Kagame qui semble dire, au fait, en réalité, que bon, ce que nous faisons en RDC, on doit le faire, sinon on ne s'en sortira pas. Et donc là encore, une question de polarisation. Et donc, la plupart des gens l'ont dit, ces processus-là ne vont pas conduire forcément à une paix, du moins dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est comme ça que l'on assiste on est comme dans une sorte de
de vide hein, par rapport à ces processus. Mais quelque part, vous savez, la diplomatie aussi, ça fonctionne dans les couloirs, dans le secret. Donc, je crois qu'en ce moment, il y a quand même la médiation qui doit jouer son rôle, qui doit certainement en train d'essayer d'arrondir les angles par-ci, par-là, pour ramener tous ces gens-là à la discussion, ramener ces gens-là autour d'une table de discussion, parce que c'est comme ça, généralement, que ça se fait. Mais ce qui est clair est que il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de très fort dans l'immédiat décédé processus, d'autant plus que certaines raisons ont été évoquées par M. José Junior, les États-Unis qui ont aujourd'hui un vrai grand problème que le Congo, c'est l'Iran avec des répercussions immédiates non seulement sur l'économie américaine, mais aussi sur l'économie mondiale. Et Trump et son parti sont en danger par rapport aux élections parce que les Américains vivent mal la guerre, vivent mal le prix du carburant à la pompe. Vous savez, les Américains sont parmi les plus grands consommateurs du carburant avec leurs voitures qui sont généralement des gros cylindrés qui consomment donc énormément. Et par contre, sur le plan de la santé, comme vous savez, une épidémie, ça va parfois bien rapidement que la guerre. Et en ce moment-là, il faut mettre toutes les batteries en marche pour essayer de la contenir le plus rapidement que possible. C'est comme ça que vous avez vu le Rwanda fermer ses frontières avec la RDC et bien d'autres pays d'ailleurs dans le monde. Ce qui n'est pas une solution en soi parce que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a plutôt fortement déconseillé cette approche-là, disant qu'elle favoriserait plutôt une propagation rapide et clandestine de la maladie. Mais sur Ebola, je dois quand même dire qu'il faut quand même rapporter certaines bonnes nouvelles parce que les journalistes ne sont pas là que pour parler de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, l'OMS confirme que le Congo est en train de rattraper son retard, ce qui est vrai. Ebola nous a pris de court. Ebola a circulé sans que nous ne soyons en mesure, notre gouvernement ne s'en rende pas compte, tout simplement parce que nous n'avons pas une communication là encore forte, une sensibilisation forte qui est faite en amont pour dire aux gens, lorsque vous constatez ça et ça, attention, n'est pas toujours penser aux choses mystiques, aller à l'hôpital, appeler des docteurs et tout et tout. Les gens ont vu des gens autour d'eux mourir, des villages se décimer et ils pensaient à une malédiction alors que c'était Ebola qui était en train de sévir. Et donc aujourd'hui, il y a les déploiements des matériels, des équipements, les tests se font directement dans les zones les plus touchées, ce qui permet d'avoir les résultats sur place et essayer de faire le suivi. Même si jusqu'à maintenant, il n'y a que 45% des personnes qui doivent être tracées, qui doivent être suivies, qui sont vraiment le chiffre est même monté à 55%. Voilà, on est maintenant à 55%. Mais il faut dire quand même il y a un grand effort au niveau du gouvernement qui a été déployé pour essayer de contenir cette épidémie. Et si on en croit le ministre de la Santé, d'ici 2027, on serait en mesure de dire que voilà, on a réussi encore une fois à vaincre Ebola en RDC. Voilà, il y a tous ces efforts-là, les efforts financiers, les efforts logistiques et tout ce qui va avec. En tout cas, le gouvernement s'y met. Mais le fait de s'y mettre à ce point, bon, José Junior Wawa, récemment, il y a quelques 2 ou 3 jours, les Américains, en tout cas le Trésor, le département du Trésor américain a encore sanctionné un autre membre du M23, mais dans la communication, en tout cas dans le communiqué annonçant cette sanction, les États-Unis ont rappelé les engagements des uns et des autres, notamment la démobilisation des FDLR. Bon, c'est une question sujet à caution, justement. Mais est-ce que ces engagements-là, quand vous regardez tout ce qu'il y a, ces engagements-là, est-ce qu'on peut prétendre les tenir aujourd'hui? Ou bien c'est parti encore pour un long processus qui n'aboutira peut-être pas? Non, ce que je vous ai dit, sur ce terrain-là, donc il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas de moralité, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui puisse dire aux gens aujourd'hui que les choses vont aller dans ce sens-là, si ce n'est que les rapports de force qui va effectivement
dicter les comportements des uns et des autres. On a vu lors de la chute, par exemple, de la ville de Goma, la ville de Bukavu, et puis finalement la ville d'Uvira, et de menaces sur la ville de Kalemi, certainement, ce que rapportaient certaines sources. Bref, quand il y a eu offensive prononcée de la rébellion, qu'on a compris, les villes tombaient assez rapidement. Est-ce que vous avez entendu encore parler de ce qu'on parle aujourd'hui de la révision constitutionnelle, alors que c'était un débat qui était déjà en scène à cette époque-là, fin 2024, 2025, au début, vous avez vu comment, mais parce qu'il y a eu un certain moment, le rapport de force était presque en faveur des insurgés qui finalement qui a fait que le pouvoir politique de Kinshasa a pu revoir ses priorités en estimant que les débats sur la réforme constitutionnelle étaient la priorité nationale. Il avait fallu effectivement renverser les tendances pour investir encore davantage dans la défense nationale et finalement pour atteindre aujourd'hui les chiffres de plus de 5 milliards de dollars de dépenses militaires. C'est justement ce rapport de force qui va déterminer le comportement des uns et des autres, parce que l'objectif est que nous sommes dans une situation où on estime que la rébellion prétend avoir pris les armes justement pour changer les régimes de manière non démocratique. Et le régime qui ne veut pas se faire changer par des moyens non démocratiques a besoin de travailler encore davantage pour consolider la démocratie et effectivement pouvoir peut-être, pourquoi pas, remplir à travers un changement de la Constitution. Si ce n'est encore que des suppositions, des soupçons, parce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore dit l'article qu'on veut réellement changer ou modifier dans la Constitution. Ça veut dire aussi on peut changer seulement l'article sur la double nationalité, on peut changer l'article sur l'élection des gouverneurs, on peut changer, il y a beaucoup d'articles, et quand on dit changement de Constitution ou modification de la Constitution, on n'a pas dit exactement qu'on changeait pour maintenir le président Tshisekedi au pouvoir, même si l'opposition a fait son jour gras aujourd'hui, qui estime que tout ce manœuvre-là, ça vise justement l'objectif. La pression des États-Unis, les déclarations des États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis sont eux-mêmes en difficulté aujourd'hui. Donald Trump, vous vous souvenez tout ce qu'il y a comme déclaration autour du président américain. Retenez par exemple ce chiffre ici que je trouvais en faisant mes recherches. On vous dit par exemple les dépenses militaires officielles directes dans cette guerre en Iran, ça a coûté aux États-Unis à terme 25 milliards de dollars américains. Pendant quelques mois de guerre, vous prenez les estimations élargies, sont autour de 70 milliards américains. On vous parle, par exemple, impact énergétique, dont Mohamed l'a effleuré tout à l'heure, de plus de 40 milliards de dollars américains. Et des chiffres les plus indépendants, par exemple, comme l'université d'Harvard, Kennedy School University. Donc, ces centres de recherche nous dit, par exemple, les dépenses, le coût global en termes de réparation des équipements endommagés, la prise en charge des anciens combattants qui seraient blessés au niveau pendant cette guerre-là, ça vous amène jusqu'à 1000 milliards de dollars des dépenses militaires, ce qui est énorme. Vous vous souvenez que le budget de l'État des États-Unis, aujourd'hui, en tout cas les prévisions pour 2027, c'est 1500 milliards de dollars, 1500 milliards de dollars des budgets de l'État, ce qui c'est beaucoup d'argent, et qu'aujourd'hui le président américain subit lui-même des pressions au niveau interne de la part, par exemple, même de son propre parti. Et cela sans grand impact sur les objectifs initiaux de cette guerre qui consistait notamment à détruire l'arsenal militaire iranien, qui, ils l'ont démontré récemment, qui était encore intact parce qu'enfoui dans le sous-sol, ils n'ont eu que quelques tracteurs pour déblayer les terrains et faire ressortir tout ce qu'ils avaient. Donc ils ont dit même l'Iran reconstitué plus de 60% de ses capacités militaires pendant cette guerre. Et vous voyez que les États-Unis ont des priorités importantes aujourd'hui que la RDC, qui ne représente pas vraiment un enjeu pour les États-Unis parce que c'est très très loin de leurs frontières. Donc on est dans cette situation, la dynamique interne aujourd'hui qui peut permettre aujourd'hui de pouvoir faire avancer les choses un peu plus loin, et notamment la capacité de pouvoir politique à pouvoir peut-être jeter des passerelles, avec les différentes forces politiques aujourd'hui. Pourquoi pas la rébellion, pourquoi pas l'opposition politique, et pour voir comment est-ce que peut-être réveiller cette histoire de dialogue. Peut-être on ne veut pas qu'on parle de dialogue, mais on veut quand même des négociations, je veux dire, de pourparler entre les différentes parties, opposition armée et non armée, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver une solution, d'autant plus que les élections dans les temps
devenue de plus en plus hypothétique aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Matt, on va finir avec vous. En un mot, s'il vous plaît, je vous pose une question simple. Est-ce que, c'est vrai que les États-Unis, c'est loin de la RDC, mais est-ce qu'au nom des intérêts américains qu'on connaît avec l'accord, tout ça, les États-Unis peuvent-ils pousser, en tout cas, grâce à leurs mains, à avoir une paix? 5 secondes. C'est ce qu'ils font avec des sanctions. Ils vont le faire progressivement. Mais il ne faut pas non plus compter sur ça pour avoir la paix. La paix passe par une seule solution, c'est l'organisation, l'unité autour d'un leadership unique pour, avec un côté la montée en puissance de l'armée pour inverser les tendances sur le terrain. Merci bien, merci beaucoup Don Matt pour ces analyses toujours pertinentes. Merci également à José Junior Owawa pour la pertinence de ces analyses. Géoprince, c'est ici la fin de parcours. On va donc se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.